C'est ce qu'il y a de plus sage, ai-je dit. Monsieur Drebber est resté chez nous à peu près 3 semaines. Il avait voyagé auparavant sur le continent avec monsieur Stangerson, son secrétaire. Le dernier endroit où ils avaient séjourné, c'était Copenhague. J'avais remarqué que chacune de leurs malles en portait l'étiquette. Stangerson était un homme calme, réservé. Mais son patron, je regrette de le dire, était tout le contraire. Des habitudes grossières, des manières brutales. La nuit même de son arrivée, il s'est enivré. En fait, chaque jour à partir de midi, il était ivre. Il se permettait, avec les bonnes, des libertés et des familiarités dégoûtantes. Le pire de tout, c'est qu'il n'a pas respecté non plus ma fille Alice. Il lui a tenu des propos qu'elle est heureusement trop innocente pour comprendre. Une fois, il l'a prise dans ses bras et il l'a embrassée. Alors son propre secrétaire lui a reproché sa conduite malhonnête. « Mais pourquoi avez-vous supporté tout cela ?» ai-je demandé. « Vous pouvez renvoyer vos pensionnaires quand bon vous semble, j'imagine. » Madame Charpentier rougit. « J'aurais dû lui donner son congé dès le premier jour, soupira-t-elle. Mais c'était une tentation cruelle. Chacun d'eux payait 1 livre par jour, soit 14 livres par semaine. Et c'est la morte saison. Je suis veuve. Mon fils dans la marine m'a coûté cher. J'hésitais à perdre cet argent. J'ai patienté. Mais l'insulte faite à ma fille, c'en était trop. Je lui ai enfin donné son congé. Voilà pourquoi il est parti. Et alors ? Quel soulagement ça a été pour moi quand je l'ai vu s'en aller. Mon fils est en ce moment en permission. Je ne lui ai rien dit de tout cela parce qu'il est emporté. Il adore sa sœur. Quand j'ai refermé la porte sur ces Américains, ça m'a ôté un poids de dessus la poitrine. Hélas, moins d'1 heure après, ce Drebber était de retour. Plus ivre que jamais, il a pénétré de force dans le salon où je me trouvais avec Alice, et il a dit en bredouillant qu'il avait marqué le train à ce que du moins j'ai pu comprendre. Qu'il avait manqué le train, à ce que du moins j'ai pu comprendre. Puis il s'est retourné vers ma fille, et à mon nez, il lui a proposé de s'enfuir avec lui. Vous avez le droit, disait-il, vous êtes majeur, j'ai de l'argent en quantité, plus qu'il ne m'en faut. Ne tenez pas compte de la vieille, venez tout de suite, vous serez comme une princesse. La pauvre petite était terrifiée. Elle a reculé, mais lui l'a saisie au poignet, l'a traînée vers la porte. Alors j'ai crié. Arthur est arrivé. Ce qui s'est passé ensuite, je ne peux pas vous le dire. Je n'osais pas regarder tellement j'avais peur. Ça a été des jurons, puis des coups. À la fin, quand j'ai relevé la tête, j'ai vu Arthur, qui riait devant la porte, sa canne à la main. « Je ne pense pas que ce joli monsieur revienne nous embêter, a-t-il dit. Je vais le suivre un peu pour m'en assurer. » Il a mis son chapeau et il est sorti. C'est le lendemain que nous avons appris la mort mystérieuse de M. Drebber. Sa déposition avait été coupée de soupirs et de sanglots. À certains moments, elle parlait si bas que j'avais peine à l'entendre. J'ai pu cependant prendre des notes sténographiques de tout ce qu'elle m'a dit, afin qu'il n'y eût pas d'erreur possible. « C'est très excitant, fit Sherlock Holmes en bâillant. Comment tout cela a-t-il fini ?» Quand Madame Charpentier en eut terminé, reprit le détective, j'ai vu que tout reposait sur un point. Je l'ai regardé fixement d'une manière qui m'a toujours semblé faire beaucoup d'effet sur les femmes, et je lui ai demandé à quelle heure son fils était rentré. « Je ne sais pas, répondit-elle. Vous ne savez vraiment pas ? Non, Arthur a sa clé et... Étiez-vous couché quand il est rentré ? Oui. À quelle heure vous êtes-vous couché ? Vers 23 heures. Par conséquent, votre fils a été absent pendant 2 heures au moins. Oui. Peut-être pendant 4 ou 5 heures. Oui. Que faisait-il pendant ce temps-là ? Je ne sais pas. Elle était devenue pâle jusqu'aux lèvres. Ce qu'il me restait à faire était tout simple. J'ai découvert où se planquait le lieutenant Charpentier. J'ai pris 2 agents et je l'ai arrêté. Quand je lui ai touché l'épaule et que je l'ai engagé à nous suivre sans résistance, il m'a répondu avec un front d'airain. Je suppose qu'on me soupçonne d'avoir trompé dans le meurtre de ce vaurien de Drebber. Comme nous ne lui en avons pas dit un mot, cette allusion était des plus suspectes. En effet, dit Holmes. Il avait encore la lourde canne avec laquelle, d'après la mère, il avait suivi Drebber. Un solide gourdin de chêne. Et quelle est votre théorie ? La voici. Le lieutenant a suivi Drebber jusqu'à Brixton Road. Là, nouvelle altercation, Drebber reçoit un coup, peut-être au creux de l'estomac, qui ne laisse pas de traces, et il tomberait de mort. Grâce à la pluie, pas de témoin. Charpentier traîne le cadavre dans la maison vide, mais la bougie, le sang, l'inscription sur le mur et la bague, me direz-vous. C'est, à mon avis, une mise en scène destinée à tromper la justice. Très bien, dit Holmes d'un ton encourageant. Vraiment, Gregson, vous êtes en progrès. Nous ferons quelqu'un de vous.
Ma foi, répondit le détective en se rengorgeant, j'ai mené rondement l'affaire. Le jeune homme a avoué de lui-même avoir suivi Drebber quelque temps. Mais il a prétendu ensuite que, s'étant senti filer, ce dernier avait pris un fiacre pour le semer. En revenant chez lui, Charpentier aurait rencontré un vieux camarade de bordée, et il aurait fait avec lui une longue marche. Où habite ce vieux camarade? Il ne le sait pas lui-même. Son explication est cohérente dans toutes ses parties. Ce qui m'amuse, c'est de savoir Lestrade lancé sur une fausse piste. Il perd son temps. Eh, le voici en chair et en os. C'était bien Lestrade, mais sans l'air désinvolte et pimpant qui lui était habituel. Son visage était bouleversé, sa tenue négligée. Il venait évidemment consulter Sherlock Holmes. En apercevant son collègue, il parut très contrarié. Planté au milieu de la salle, il tourna et retourna son chapeau entre ses doigts tremblants. À la fin, il se décida à parler. « C'est, dit-il, l'affaire la plus extraordinaire, la plus incompréhensible. »« Ah, vous trouvez, monsieur Lestrade » cria Gregson triomphant. « Je savais bien que vous aboutiriez à cette conclusion. Avez-vous réussi à découvrir le secrétaire, monsieur Joseph Stangerson ?»« Monsieur Joseph Stangerson, dit Lestrade d'un ton grave, a été assassiné vers 6 heures du matin à l'Holidays Private Hotel. » Chapitre 7. La lumière luit dans les ténèbres. La nouvelle nous frappa de stupeur. En se relevant d'un bond, Gregson répandit le reste de son whisky. Je regardai en silence Sherlock Holmes. Il pinça les lèvres et fronçait les sourcils. « Stangerson aussi, murmura-t-il. Ça se complique. » C'était déjà assez bien compliqué comme ça, grommela Lestrade en approchant une chaise. On dirait que je suis tombé dans une espèce de conseil de guerre. Êtes-vous tout à fait sûr de cette nouvelle balbutia Gregson. Je sors à l'instant de sa chambre d'hôtel, dit Lestrade. J'ai été le premier à découvrir ce nouveau meurtre. Gregson vient nous faire part de son opinion sur l'affaire, dit Holmes. À votre tour, monsieur Lestrade, dites-nous ce que vous avez vu et ce que vous avez fait, si toutefois vous n'y voyez pas d'objection. Je n'en vois aucune, répondit Lestrade en s'asseyant. Je vous avouerai franchement que j'ai cru que Stangerson était pour quelque chose dans la mort de Drebber. Ce fait nouveau m'a montré que je m'étais trompé. Pénétré de cette idée, je me suis mis à la recherche du secrétaire. Le 3 au soir, vers 8h30, on l'avait vu à la gare de Stone, en compagnie de Drebber. Or, le cadavre de ce dernier a été découvert à Brixton Road, à 2h du matin. Il s'agissait donc de savoir ce que Stangerson avait fait dans l'intervalle et depuis lors. J'ai télégraphié son signalement à Liverpool avec avis de surveiller les bateaux américains. Puis je me suis mis à perquisitionner dans tous les hôtels et meublés du voisinage de Stone. Voici quel était mon raisonnement. Si Drebber et son compagnon s'étaient séparés, ce dernier avait dû se loger pour la nuit dans le voisinage, le lendemain matin afin de flâner aux abords de la gare. Il s'était sans doute donné rendez-vous quelque part, dit Holmes. C'est ce que la suite a montré, et j'ai passé la soirée d'hier à chercher. J'ai continué de très bonne heure ce matin. À 8h, je suis entré à l'Holidays Private Hotel, dans Little George Street. Je demande si un monsieur Stangerson loge actuellement à l'hôtel. « Vous êtes sans doute le monsieur qui l'attend, répondit-on. Il vous attend depuis 2 jours. Où pourrais-je le trouver? Il dort là-haut. Il a demandé à ce qu'on le réveille à 9h. Je monte tout de suite, ai-je dit. Dans mon idée, mon apparition soudaine devait lui faire lâcher une parole. Le garçon d'étage s'est offert à me conduire. C'était au second. Il y avait un petit couloir à traverser. Le garçon m'avait indiqué une porte et il s'apprêtait à redescendre. Le cri que j'ai poussé l'a fait revenir sur ses pas. Ce que je venais d'apercevoir m'avait bouleversé, malgré mes 20 ans d'expérience. Un filet de sang avait coulé sous la porte. Il avait serpenté à travers le couloir et a formé une petite mare le long de la plinthe. En voyant cela, le garçon a manqué de tomber dans les pommes. La porte était fermée, en dedans. Nous l'avons enfoncée à coups d'épaule, la fenêtre de la chambre était ouverte, et, près de la fenêtre, tout recroquevillé, gisait le corps d'un homme en chemise de nuit. Il était bel et bien mort. Et il l'était depuis assez longtemps. Ses membres étaient rigides et glacés. Nous l'avons retourné. Le garçon l'a retenu tout de suite. C'était bien le monsieur qui avait loué la chambre sous le nom de Joseph Stangerson. Sa mort avait été causée par une entaille profonde au côté gauche. Le cœur avait dû être atteint. J'arrive à la partie la plus étrange de l'affaire. Devinez ce que j'ai trouvé au-dessus du cadavre. Je frémis d'horreur avant même que Sherlock Holmes répondît. Le mot Rache, en lettres de sang. Exactement, dit Lestrade d'une voix blanche. Il y eut un moment de silence.
L'assassin inconnu rendait ses crimes encore plus horribles en les accomplissant avec autant de méthode que de mystère. Mon système nerveux, qui avait tenu bon sur le champ de bataille, commença à flancher. On a vu l'assassin, reprit Lestrade, un garçon laitier qui se rendait à son travail et passait par la ruelle entre l'écurie et derrière l'hôtel. Il a remarqué qu'une échelle, ordinairement couchée là, avait été dressée contre une des fenêtres du second qui était grande ouverte. Après avoir dépassé l'hôtel, il s'est retourné et il a vu un homme descendre l'échelle. Il la descendait tout naturellement, sans précipitation, si bien qu'il l'a pris pour un menuisier ou un charpentier. Il est de bonne heure à l'œuvre, celui-là, a-t-il pensé, sans y attacher plus d'importance. D'après lui, l'homme est grand, il a un visage rougeau et il porte un long vêtement brun foncé. Il doit être resté quelque temps dans la chambre à la suite de son crime. Nous avons trouvé de l'eau teintée de sang dans une cuvette où il s'est lavé les mains, et des taches de sang sur les draps. Il a essuyé son couteau. Le signalement de l'assassin correspondait de point en point à la description qu'avait faite de lui Sherlock Holmes au moyen de quelques observations éparses. Je lui jetai un coup d'œil. Il n'y avait sur son visage aucune trace de fierté. « Vous n'avez rien trouvé dans la chambre qui puisse nous renseigner sur le meurtrier » demanda-t-il. « Rien. Stangerson avait dans sa poche le portefeuille de Drebber. Cela semble assez naturel puisque c'est lui qui réglait les dépenses. Il y avait, à peu de choses près, 80 livres. On n'a rien pris. Le mobile de ces crimes extraordinaires est tout ce qu'on voudra, mais pas le vol. Il n'y avait ni papier, ni note dans les poches du mort, à part un simple télégramme daté de Cleveland et remontant à un mois environ. Il contenait ce court message « J.H. est en Europe », sans signature. « Rien d'autre » demanda Holmes. Le reste n'avait pas d'importance. Le roman que Stangerson avait lu pour s'endormir était abandonné sur le lit, sa pipe était posée sur une chaise près du chevet. Il y avait un verre d'eau sur la table et sur le rebord de la fenêtre, une petite boîte avec 2 pilules. Sherlock Holmes bondit en poussant un cri de joie. « Le dernier chaînon, je tiens tous les fils !» Les 2 détectives le regardèrent sans comprendre. « J'ai démêlé les chevaux, » dit mon compagnon avec assurance. « Bien entendu, quelques détails me manquent encore, mais je connais tous les principaux faits, depuis le moment où Drebber a quitté Stangerson, jusqu'à celui où on a découvert le corps de ce dernier. Si j'avais vu tout de mes propres yeux, je n'en serais pas plus sûr. Et je vous le prouve. Vous avez là les pilules ? » « Les voici, » dit Lestrade en montrant une petite boîte blanche. « Je les ai emportées avec le portefeuille et le télégramme pour les déposer en sûreté au commissariat. Si je les ai prises, je dois dire, c'est par le plus grand des hasards, je n'y attache aucune importance. »« Donnez » ordonna Holmes. « À votre avis, docteur » me demanda-t-il, « est-ce que ce sont là des pilules ordinaires ?» Tel n'était certainement pas le cas. Ces pilules étaient gris-perle, petites, rondes, presque transparentes à la lumière. D'après leur légèreté et leur quasi-transparence, dis-je, ces pilules doivent être solubles dans l'eau. Exact, fit Holmes. Maintenant voudriez-vous aller chercher ce pauvre petit Fox qui est malade depuis si longtemps. Hier, la logeuse vous a demandé de mettre fin à ses maux. Je descendis et revins avec le Fox dans mes bras. Sa respiration haletante et ses yeux vitreux laissaient présager sa fin prochaine. D'ailleurs, son museau blanchi dénotait qu'il avait déjà outrepassé les limites ordinaires de la vie d'un chien. Je le plaçai au creux d'un coussin sur le tapis. « Je coupe en 2 une de ces pilules, » dit Holmes. Il prit son canif et fit ce qu'il avait dit. « Je remets une moitié dans la boîte en vue d'expériences ultérieures. L'autre moitié, je la jette dans ce verre à vin contenant une cuillerée d'eau. Constatez que notre ami le docteur avait raison. Cela se dissout rapidement. » « Cette expérience peut être fort intéressante, » dit Lestrade d'un ton d'une personne qui se croit bernée. « Mais je ne vois pas quel rapport cela peut avoir avec la mort de M. Joseph Stangerson. »« Patience, mon ami, patience. Vous verrez en temps et en lieu qu'il s'agit d'un rapport essentiel. J'ajoute un peu de lait pour rendre le mélange potable. Le chien va laper le tout sans répugnance. » Il versa le contenu du verre dans une secoupe et la plaça devant le chien, qui lécha tout jusqu'à la dernière goutte. L'assurance de Sherlock Holmes nous en avait imposé. Nous étions en silence, les yeux fixés sur l'animal, à attendre quelque effet surprenant. Il ne se produisit rien de tel. Le chien continuait à halter, ni mieux, ni plus mal. Holmes, se rasseyant, avait tiré sa montre, et à mesure que les minutes s'écoulaient, sa mine s'allongeait. Il se mordillait les lèvres, il tambourinait des doigts sur la table, il montrait tous les signes de l'anxiété. Son émotion intense me faisait mal,
Ravis de l'échec qu'essuyait mon compagnon, les deux détectives sourirent. « Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence, s'écria-t-il à la fin en se levant. Il se prit à arpenter la salle d'un pas déchaîné. Il est impossible que ce soit une simple coïncidence. Ces pilules, j'en avais soupçonné l'emploi dans l'affaire Dreber. On les découvre après la mort de Stangerson. Et voilà qu'elles sont anodines? Comment cela se fait-il? Pourtant mon raisonnement est juste. Alors, mais ce chien qui ne se porte pas plus mal. Ah, j'y suis, j'y suis. Avec un cri de joie, il se précipita vers la boîte, partagea en deux l'autre pilule, en fit fondre la moitié, il ajouta du lait, il présenta de nouveau la secoupe au fox. À peine la malheureuse bête avait-elle trempé la langue qu'elle frissonna de tous ses membres et tomba sur le coussin, raide et inanimée, comme frappée par la foudre. Sherlock Holmes poussa un long soupir et essuya la sueur de son front. « J'aurais dû être plus confiant, dit-il. Lorsqu'un fait semble contredire une longue suite de déductions, c'est qu'on l'interprète mal. Une des deux pilules contenait un poison violent, tandis que l'autre était inoffensive. J'aurais dû le savoir avant même de voir la boîte. » Ces dernières déclarations me semblaient si extravagantes que je me demandais s'il avait tout son bon sens. Pourtant j'avais là, sous les yeux, le chien mort. Le bien fondé de son hypothèse ne faisait aucun doute. Peu à peu, les brouillards de mon esprit se dissipèrent, la vérité m'apparut confusément. « Tout cela vous semble étrange, continua Holmes, parce que vous n'avez pas saisi l'importance du seul indice véritable qui s'est présenté à vous dès le début. J'ai eu la chance de mettre le doigt dessus. Depuis lors, tout ce qui est arrivé n'a fait que confirmer ma première supposition. Tout, en fait, en a découlé logiquement. Les choses qui vous ont semblé des complications embarrassantes m'ont éclairé et ont confirmé mes conclusions. L'extraordinaire est une chose, le mystère en est une autre. Le crime le plus banal est souvent le plus mystérieux. Il ne présente aucun caractère dont on puisse tirer des déductions. Si au lieu de découvrir le corps de la victime dans les circonstances sensationnelles qui ont révélé l'affaire, on l'avait trouvé tout simplement étendu sur la chaussée, l'enquête aurait été beaucoup plus difficile. Tous ces détails extraordinaires, loin de compliquer les choses, les ont au contraire simplifiées. Gregson, qui avait écouté avec impatience, fut incapable de se contenir plus longtemps. « Voyons, monsieur Sherlock Holmes, dit-il, nous sommes tous disposés à connaître votre perspicacité et l'originalité de votre méthode de travail. Mais à présent, nous désirons autre chose que la théorie et du prêche. Il s'agit de capturer un assassin. J'en étais venu à une conclusion qui s'est révélée fausse. Le jeune charpentier n'a pas pu prendre part au second crime. Lestrade a couru après Stangerson et il se trompait lui aussi. Avec toutes les allusions que vous avez lancées par-ci par-là, vous nous avez donné l'impression de savoir plus que nous. Dites-nous donc clairement ce que vous savez. Pouvez-vous nous révéler le nom du coupable? Je ne peux que donner raison à Gregson, dit Lestrade. Nous avons chacun de notre côté essayé d'éclaircir l'affaire et nous avons échoué tous les deux. Depuis mon arrivée ici, vous avez laissé entendre à plusieurs reprises que vous saviez parfaitement à quoi vous en tenir. J'espère que vous ne nous ferez pas languir plus longtemps. Tout délai apporté à l'arrestation de l'assassin pourrait lui laisser le temps de commettre un nouveau crime, ajoutai-je. Pressé par nous trois, Holmes parut hésiter. Il n'en continua pas moins à marcher de long en large, la tête basse et les sourcils froncés. Tout à coup, il s'arrêta et nous regarda bien en face. « Il ne commettra plus aucun crime, » dit-il. « Là-dessus, vous pouvez être tranquille. Vous m'avez demandé si je connaissais le nom de l'assassin ? Oui, je le connais. Mais quelle importance? Ce qui compte, c'est de le capturer. Or, j'ai bon espoir d'y arriver par mes propres moyens. Encore faudra-t-il lui doiter. L'homme est rusé, désespéré. De plus, et cela je le sais par expérience personnelle, il a un complice qui est aussi habile que lui. Tant qu'il ne se sait pas découvert, il a des chances de lui mettre la main au collet. Mais au moindre soupçon, il changera de nom et disparaîtra parmi les 4 millions d'habitants de Londres. Sans vouloir vous froisser, ni l'un ni l'autre, je dois dire qu'à mon avis, la police n'est pas de taille à lutter contre ces deux hommes-là. C'est pourquoi je n'ai pas fait appel à votre aide. Bien entendu, si à mon tour j'échoue, je serai blâmée d'avoir échoué seule. Bah, je joue gagnant. Dès maintenant, je vous promets ceci. Quand je pourrai me mettre en rapport avec vous, sans nuire à mes plans, je le ferai. Apparemment, cette promesse, précédée de l'allusion méprisante à la police, ne satisfit guère Gregson ni Lestrade. Le premier avait rougi jusqu'à la racine des cheveux, couleur de lin, tandis que l'autre, en bouton de chaussure de l'autre, avait brillé
tandis que les yeux en boutons de chaussures de l'autre avaient brillé de curiosité, puis de rancune. Ils n'eurent pas le temps de répliquer, on frappa. Le porte-parole des Gavroches, Wiggins, montra sa frimousse. « Pardon, monsieur, dit-il en relevant sa mèche de cheveux. Le fiacre est en bas. »« Parfait, mon garçon, dit Holmes avec satisfaction. Pourquoi n'adoptez-vous pas ce modèle à Scotland Yard ajouta-t-il en sortant d'un tiroir une paire de menottes en acier. Voyez comme le ressort fonctionne bien. Elle se referme en un rien de temps. Nos vieilles menottes suffiront, dit Lestrade, si nous n'attrapons jamais l'assassin. Fort bien, dit Holmes en souriant. Au fait, le cocher pourrait m'aider à transporter mes bagages? Demandez-lui de monter, Wiggins. Je fus surpris d'apprendre que mon compagnon partait en voyage. Il ne m'en avait rien dit. Il y avait une petite valise dans la pièce. Holmes alla la chercher et se mit à la sangler. Sur ses entrefaites, le cocher entra. Sans le regarder, Holmes lui dit en s'agenouillant « Aidez-moi donc à attacher cette courroie, cocher. » L'homme s'avança, l'air hargneux, un peu méfiant. Il se pencha et tendit les mains. D'un coup sec, bruit métallique, Holmes se releva. « Messieurs, cria-t-il, les yeux brillants, je vous présente M. Jefferson Hope, l'assassin d'Enoch Drebber et de M. Joseph Stangerson. » Tout s'était passé en un tournement, si rapidement que je n'avais pas eu le temps d'en prendre conscience. J'ai gardé un souvenir vif de cet instant. L'air triomphant de Holmes et le timbre de sa voix, le visage abasourdi, féroce du cocher lorsqu'il regarda les menottes qui brillaient à ses poignets. Elle les avait encerclés comme par magie. Durant quelques secondes, nous fûmes comme des statues. Puis, avec un rugissement de colère, le cocher s'arracha de l'étreinte de Holmes et se rua par la fenêtre. Le bois et le verre volèrent en éclats, mais avant qu'il eût passé au travers, Gregson, Lestrade et Holmes sautèrent sur lui, comme autant de chiens de chasse. Ils le ramassèrent de force. Une lutte terrible s'engagea. Il nous repoussa maintes et maintes fois, tant il était fort. Il semblait avoir l'énergie convulsive d'un épileptique. Le verre avait affreusement entaillé son visage, mais il avait beau perdre du sang, il n'en résistait pas moins. Lestrade réussit à empoigner la cravate, il l'étrangla presque. Le cocher comprit enfin l'inutilité de ses efforts. Nous ne respirâmes cependant qu'après lui avoir lié les pieds et les mains. « Sa voiture est en bas, dit Sherlock Holmes. Elle nous servira pour le conduire à Scotland Yard. Et maintenant, messieurs, continua-t-il avec un sourire aimable, nous voilà arrivés à la fin de ce petit mystère. Posez-moi toutes les questions que vous voudrez. J'y répondrai très volontiers. » Chapitre 8. La grande plaine salée. Au nord-ouest des États-Unis, de la Sierra Nevada, du Nebraska et du fleuve Yellowstone au nord, jusqu'au Colorado au sud, s'étend un désert aride qui a, cependant, de longues années, barré la route à la civilisation. Dans cette région, désolée et silencieuse, la nature s'est plu à réunir de hautes montagnes aux pics neigeux et des vallées sombres et mélancoliques, des rivières rapides qui s'engouffrent dans des canyons déchiquetés avec d'immenses plaines en hiver, grises en été d'une poussière d'alcalin salin, mais tous ces paysages offrent au regard le même aspect dénudé, inhospitalier et misérable. Personne n'habite là. De temps à autre, une bande de ponies ou de pieds noirs, en quête de nouveaux terrains de chasse, traverse les plaines. Mais elles sont si terrifiantes que les plus braves d'entre eux sont heureux de les perdre de vue et de se retrouver dans leurs prairies. Le coyote se faufile parmi les broussailles. Le busard rôde dans l'air, qu'il bat mollement de ses ailes, et dans les ravins, à pas lents, le lourdeau grizzly cherche la maigre pitance que lui fournissent les rochers. Tels sont les seuls habitants de ce lieu sauvage. Le panorama qu'on peut contempler de la pente septentrionale de la Sierra Blanco Est du monde entier la plus morne. À perte de vue s'étale une vaste plaine, toute recouverte de plaques de sel et parsemée de massifs de chaparral nains. Et dans tout cet espace, il n'y a aucun signe de vie. Nul oiseau dans le ciel bleu acier, nul mouvement sur le sol terne. Il y règne silence absolu. Pas un bruit. Du silence, rien que du silence. Silence total, écrasant. Il a été dit que là, rien de vivant n'apparaissait. C'est à peu près exact. Du haut de la Sierra Blanco, on voit une piste qui serpente dans le désert et se perd dans le lointain. Des roues y ont creusé des ornières et de nombreux aventuriers y ont laissé l'empreinte de leurs pas. Ici et là, tranchant sur le fond sombre du dépôt de sel, des objets blancs brillent au soleil. Ce sont des ossements. Les uns de grandes dimensions et grossièrement taillés, les autres plus petits et plus délicats. Les premiers ont appartenu à des bœufs, les seconds à des hommes.
Sur une étendue de 2000 kilomètres, on peut retracer le chemin d'une caravane macabre, au moyen de vestiges éparpillés des voyageurs tombés en route. Tel est le spectacle que, le 4 mai 1847, contemplait un homme solitaire. Son apparition aurait pu le faire passer pour un génie ou un démon de la région. Il aurait été difficile de dire s'il était plus près de 60 que de 40 ans. Il avait l'air hagard et le visage décharné. Sa peau parcheminée était comme collée à ses pommettes saillantes. Ses longs cheveux bruns et sa barbe étaient striés de fils blancs. Ses yeux, enfoncés dans leur orbite, brillaient d'un feu étrange. La main qui serrait son fusil était d'une maigreur squelettique. Il s'arc-boutait sur son arme, mais sa haute taille et la charpente de ses os dénotaient d'une constitution robuste et nerveuse. Seul son visage, hâve, et ses vêtements flottants lui donnaient un air de décrépitude. Péniblement, il avait descendu le ravin et gravi ce monticule dans le vain espoir de trouver de l'eau. Il y voyait maintenant la grande plaine salée se dérouler jusqu'aux montagnes, à l'horizon, sans un arbre ou une plante qui pût indiquer quelque humidité. L'étendue du paysage ne permettait aucun espoir. Il regarda au nord, à l'est et à l'ouest avec des yeux farouches, scrutateurs. Alors il comprit que son voyage touchait à sa fin. Il allait mourir sur ce roc sans végétation. Pourquoi pas ici plutôt que dans un lit de plumes dans une vingtaine d'années, murmura-t-il en s'asseyant à l'ombre d'une grosse pierre. Avant de s'asseoir, il avait déposé sur le sol son fusil, devenu inutile, et un gros paquet, enveloppé dans un châle gris, qu'il avait porté en bandoulière. Ce fardeau était apparemment trop lourd pour lui, car en le posant, il le laissa retomber un peu vite. Aussitôt une plainte s'en exhala. Il en sortit un petit visage, aux yeux apeurés, très bruns et très brillants, et 2 petits poings potelés. « Tu m'as fait mal, dit une voix d'enfant sur un ton de reproche. C'est vrai, répondit l'homme avec regret. Je n'ai pas fait exprès. Tout en parlant, il déroula le châle gris qui enveloppait une jolie petite fille d'environ 5 ans. Les souliers coquets, l'élégante robe rose, le tablier de toile indiquaient des soins maternels attentifs. L'enfant était pâle et fatigué, mais ses bras et ses jambes fermes montraient qu'elle avait moins souffert que son compagnon. « Ça va mieux » demanda l'homme avec appréhension, en la voyant se frotter derrière la tête sous ses boucles dorées. « Embrasse mon bobo pour le guérir, dit-elle en lui indiquant avec gravité la place meurtrie. Maman faisait toujours comme ça. Où est maman? Maman est partie. Je pense que tu la reverras bientôt. Partie? Dit la petite fille. Elle ne m'a pas dit au revoir. C'est curieux. Elle me disait toujours au revoir quand elle s'en allait chez tante pour prendre le thé. Ça fait 3 jours qu'elle n'est plus là. Dis, comme tout est sec, je peux avoir un peu d'eau et quelque chose à manger? Non, ma chérie, je n'ai plus rien. Prends patience. Appuie ta tête contre moi, comme ça tu te sentiras plus vaillante. Il n'est pas facile de parler avec des lèvres comme du cuir, mais il faut que je te dise ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu ramasses? Des jolies choses, s'écria la fillette, enthousiasmée par 2 étincelants fragments de mica. Quand nous retournerons à la maison, je les donnerai à mon frère Bob. Tu verras bientôt de plus jolies choses, dit l'homme avec conviction. Attends un peu. Mais j'allais te dire, tu te souviens quand nous avons quitté le fleuve? Oh oui. Eh bien tu comprends, nous comptions en atteindre un autre, mais on s'est trompé, à cause de la boussole ou de la carte, ou d'autre chose. Il n'y aura plus de fleuve. Et il ne nous restait plus d'eau, sauf une goutte pour toi. Et... Tu n'as pas pu te laver, interrompit sa compagne en regardant le visage barbouillé. Non, ni me laver, ni boire. Monsieur Bender a été le premier à partir. Puis l'Indien, Pete, puis Madame MacGregor, puis ensuite Johnny Owens, et enfin ma chérie, ta mère. Alors maman aussi est morte? S'écria la petite fille. Elle cacha son visage dans son tablier et éclata en sanglots. Oui, tout le monde est mort, excepté toi et moi. Alors j'ai pensé que nous trouverions peut-être de l'eau par ici. J'étais prise sur mon épaule et je me suis mise en marche. Mais notre situation ne semble pas s'être améliorée. Il nous reste bien une faible chance. Veux-tu dire que nous aussi, nous allons mourir? Demanda l'enfant, relevant son visage inondé de larmes. Ça m'en a tout l'air. Fallait le dire tout de suite, s'écria-t-elle avec un joyeux sourire. Tu m'as fait une peur. Mais puisque nous allons mourir, nous allons retrouver maman. Tu la retrouveras. Toi aussi, je vais lui dire comme tu as été bon.
Je parie que maman nous attend à la porte du ciel avec une grosse cruche pleine d'eau et un tas de galettes de sarrasin toutes chaudes et rôties des deux côtés comme nous les aimons, Bob et moi. Ce sera long encore ? Je ne sais pas. Pas trop. Les yeux de l'homme étaient fixés à l'horizon nord. Sous la voûte bleue du ciel étaient apparues 3 petites taches. D'instant en instant, elles grossissaient. Bientôt, il put distinguer 3 gros oiseaux bruns. Ils décrivirent des cercles au-dessus de leur tête, puis se posèrent sur la corniche au-dessus d'eux. C'étaient des busards. La présence de ces vautours de l'ouest présageait la mort. « Des poules !» s'écria la fillette avec joie en montrant du doigt les oiseaux de mauvais augure. Elle frappa dans ses mains pour les faire s'envoler. « Dis, c'est le bon Dieu qui a fait ce pays ?» « Bien sûr, » répondit son compagnon, surpris par la question. « Il a fait l'Illinois et il a fait le Missouri, mais cette partie-ci, ce doit être un autre qui l'a faite. Ce n'est pas aussi bien que le reste. On a oublié l'eau et les arbres. »« Si tu faisais ta prière, » proposa timidement l'homme. « Ce n'est pas encore la nuit, » répondit-elle. « Ça ne fait rien. Ce n'est pas tout à fait dans les règles, mais il ne t'en voudra pas pour ça, tu peux en être sûr. Répète les prières que tu avais coutume de dire chaque soir dans le chariot, quand nous étions dans les plaines. »« Pourquoi tu ne fais pas aussi ta prière ?» demanda l'enfant, l'air étonné. « Je les ai oubliées, » répondit-il. « Je ne les ai pas dites depuis ce temps que je n'étais pas plus haut que la moitié de ce fusil. Mais il n'est jamais trop tard. Récite tes prières tout haut, je les redirai après toi. »« Alors tu vas te mettre à genoux, » dit-elle en étendant le châle sur le sol. « Croise tes doigts comme ceci. On se sent meilleur, les mains jointes. » Cette scène n'avait nul besoin d'avoir eu des busards comme témoins pour être extraordinaire. Les 2 errants, la petite enfant babillant et le rude aventurier, étaient agenouillés côte à côte sur le châle étroit. La frimousse joufflue et le visage anguleux étaient tournés vers le ciel sans nuages pour implorer l'être terrible avec lequel ils se trouvaient en face à face. 2 voix, l'une faible et claire, l'autre grave et rauque, s'unissaient pour demander la grâce et le pardon divin. La prière finie, ils reprirent leur place à l'abri de la grosse pierre. La petite fille, blottie contre la large poitrine de son protecteur, s'assoupit. Il veilla sur le sommeil pendant quelque temps. À la fin, la nature reprit ses droits. Il ne s'était accordé ni repos ni sommeil depuis 3 jours et 3 nuits. Ses paupières descendirent lentement sur ses yeux fatigués, la tête s'inclina de plus en plus sur sa poitrine, sa barbe grisonnante se mêla aux cheveux dorés. Il s'endormit à son tour, du même sommeil que sa petite compagne, profond et sans rêve. S'il était resté éveillé une demi-heure de plus, il aurait vu un spectacle inattendu. Au loin, tout à l'extrémité de la plaine salée, à peine distinct du brouillard, un nuage de poussière s'éleva et grandit peu à peu. Seul un grand nombre d'êtres en mouvement pouvait en soulever un semblable. Il aurait pu s'agir d'un de ces énormes troupeaux de bisons qui broutent les prairies. Mais le lieu était par trop aride pour qu'il pût en être question. Quand le tourbillon de poussière se rapprocha du rocher solitaire où dormaient nos 2 voyageurs égarés, il laissa entrevoir des chariots couverts de toile et des cavaliers armés. C'était une grande caravane en route vers l'ouest. Et quelle caravane! Elle déployait du pied des montagnes jusque par-delà l'horizon. À travers l'immense plaine avançaient en désordre des chariots et des charrettes, des cavaliers et des piétons, d'innombrables femmes qui chancelaient sous leurs fardeaux et des enfants qui trottinaient entre les chariots ou qui regardaient furtivement de dessous les bâches. Ce n'étaient évidemment pas des immigrants solitaires, bien plutôt un peuple nomade contraint par la force des choses à se chercher une nouvelle patrie. L'air résonnait du bruit de pas, de grondements sourds, de hennissements et de grincements de roues. Tout ce tintamarre ne réussit pas à réveiller nos 2 dormeurs. En tête de colonne chevauchait une vingtaine d'hommes au visage dur et sévère, vêtus de gros draps et armés de fusils. Parvenus au bas du monticule, ils s'arrêtèrent pour tenir conseil. « Les sources se trouvent à droite, mes frères, dit l'un d'eux, un homme grisonnant, aux lèvres fermes, au visage imberbe. Prenons la droite de la Sierra Blanco pour atteindre le Rio Grande, dit un autre. Ne craignez pas que l'eau vous manque, cria un troisième. Celui qui a pu la faire jaillir du rocher n'abandonnera pas son peuple élu. Amen, amen, répondit toute la troupe. Ils allaient se remettre en route quand l'un des plus jeunes, à la vue perçante, poussa un cri. Il désigna le monticule, au sommet flottait quelque chose de rose qui ressortait sur un fond de pierre grise. Ils piquèrent des 2 tout en armant leurs fusils. D'autres cavaliers se joignirent à eux. Le nom de Peau-Rouge volait de bouche en bouche.
Il ne peut pas y avoir d'Indiens ici, dit l'homme âgé qui semblait être le chef. Nous avons dépassé les Pawnies, et nous ne rencontrerons pas d'autres tribus avant les grandes montagnes. Je vais voir, frère Stangerson demanda quelqu'un de la bande. J'irai aussi, s'écrièrent une douzaine de voix. Descendez de cheval, nous vous attendrons, répondit l'homme âgé. Le temps de le dire, les jeunes gens avaient sauté à terre, attaché leurs chevaux, et ils s'étaient mis à gravir la pente escarpée. Ils avançaient rapidement et sans bruit, avec la confiance et la dextérité d'éclaireurs exercés. D'en bas, on les vit sauter de roche en roche, puis leurs silhouettes se découpèrent sous le ciel. Le jeune homme qui avait donné l'alarme marchait en tête. Les autres le virent lever les bras en l'air en signe de surprise, et quand ils le rattrapèrent, ils éprouvèrent la même sensation devant le tableau qui s'offrait à leurs yeux. Sur le petit plateau qui couronnait la colline se dressait une pierre énorme, au pied de laquelle gisait un homme de haute taille, à la barbe longue et aux traits durs, d'une excessive maigreur. Son air calme et sa respiration régulière montraient qu'il dormait profondément. Un petit enfant reposait tout contre lui. Ses bras ronds et blancs entouraient le cou musclé. Sa tête blonde s'appuyait sur le veston de velours. Ses lèvres roses entr'ouvertes laissaient voir des dents blanches comme la neige et un sourire enjoué se jouait sur ses traits puérils. De petites jambes dodues, ses chaussettes blanches et ses souliers propres aux boucles brillantes contrastaient étrangement avec les longs membres desséchés de son compagnon. Sur la corniche du rocher qui surplombait ce couple étrange, se tenaient 3 busards solennels qui, à la vue des nouveaux venus, jetèrent un cri rauque et s'envolèrent de mauvaise grâce. Le cri des oiseaux réveilla les 2 dormeurs. Ils regardèrent autour d'eux avec stupéfaction. L'homme se leva en chancelant pour contempler la plaine, qu'il avait vue si déserte avant de s'endormir et qui était maintenant traversée par un énorme défilé de gens et de bêtes. Il eut une expression d'incrédulité et il passa la main osseuse sur ses yeux. « C'est ce qu'on appelle le délire, je pense, » murmura-t-il. La petite se serrait contre lui. Tenant un pan de son veston, elle ne disait rien, mais elle regardait autour d'elle, avec cet air émerveillé et questionneur qu'ont les enfants. Ils ne doutèrent bientôt plus de la réalité de leur vision. L'un des sauveteurs saisit la petite fille, il la hissa sur son épaule. 2 autres soutinrent son compagnon décharné jusqu'au chariot. « Je me nomme John Ferrier, expliqua-t-il. Moi et cette petite, nous sommes les seuls survivants d'un groupe de 21 personnes. Tous les autres sont morts de soif et de faim, là-bas, dans le sud. »« Elle est à vous » demanda quelqu'un. « Maintenant, oui » s'écria Ferrier avec défi. « Elle m'appartient parce que je l'ai sauvée. Personne ne pourra me la prendre. À partir d'aujourd'hui, elle s'appelle Lucie Ferrier. »« Mais qui êtes-vous » s'enquit-il en regardant avec curiosité ces sauveteurs robustes et brunis par le soleil. « Vous êtes en nombre ?»« À peu près 10 000, dit l'un des jeunes. Nous sommes les enfants persécutés de Dieu, les élus de l'ange Mérona. »« Je n'ai jamais entendu parler de lui, dit Ferrier. Mais il y a une belle quantité d'élus. »« Ne plaisantez pas avec les choses sacrées, répliqua l'autre en fronçant les sourcils. Nous sommes de ceux qui croient aux écritures saintes gravées en lettres égyptiennes sur les plaques d'or martelées qui ont été remises au très saint Joseph Smith à Palmyre. Nous venons de Mauvo, dans l'état de l'Illinois, et où nous avions édifié notre temple. Nous cherchons un refuge, loin des hommes violents et impies, et s'il le faut, nous irons jusqu'au fond du désert. « J'y suis, » dit Ferrier. Le nom de Mauvo lui avait rafraîchi la mémoire. « Vous êtes les Mormons ?»« Nous sommes les Mormons, » répondirent en chœur les compagnons. « Et où allez-vous » ?»« Nous l'ignorons. La main de Dieu nous guide en la personne de son prophète. Il faut que vous vous présentiez devant lui, et il décidera de votre sort. » Ils avaient atteint le pied de la colline. Une troupe de pèlerins les entoura, des femmes au visage pâle, à l'air soumis, des enfants vigoureux, rieurs, des hommes au regard inquiet mais sérieux. De surprise ou de pitié, ils s'exclamèrent à l'envi en considérant les 2 étrangers, l'un si misérable et l'autre si jeune. Leur escorte s'arrêta devant un chariot d'un faste voyant. Il était attelé de 6 chevaux, alors que les autres n'en avaient que 2 ou 4 au plus. À côté du conducteur était assis un homme qui ne paraissait pas avoir plus de 30 ans, mais sa tête massive, son air résolu, étaient ceux d'un chef. Il lisait un livre à la couverture brune, qu'il mit de côté à l'approche de la foule. Il écouta le récit qui lui fut fait, puis il se tourna vers les 2 rescapés. « Si nous vous prenons avec nous, dit-il avec gravité, ce ne peut être qu'en tant que nouveaux adeptes de nos croyances. Nous ne voulons pas de loups dans nos bercailles. Si vous deviez être parmi nous comme le ver dans le fruit,
Il vaudrait mieux vous laisser blanchir dans le désert. Acceptez-vous nos conditions? M'est avis que je vous suivrai à n'importe quelle condition, dit Ferrier avec une telle énergie que les graves anciens ne purent réprimer un sourire. Le chef resta impassible. Emmenez-le, frère Stangerson, dit-il. Donnez-lui à boire et à manger. Occupez-vous de l'enfant. Vous aurez la tâche de lui apprendre notre sainte croyance. Nous avons assez tardé. En route. À Sillon, à Sillon. À Sillon, en avant, crièrent les Mormons. Ces mots passèrent de bouche en bouche et se perdirent au loin dans un murmure confus. La caravane s'ébranla, de nouveau elle ondula dans le désert. Le frère Stangerson conduisit les rescapés à son chariot. Un repas les y attendait. Restez ici et reposez-vous, dit-il. Dans quelques jours, vous serez remis de vos fatigues. En attendant, rappelez-vous que notre religion est désormais la vôtre. Brigham Young l'a dit, et il a parlé avec la voix de Joseph Smith, qui est celle de Dieu. Chapitre 9. La fleur de l'Utah. Ce n'est pas le lieu de rappeler les épreuves et les privations que subirent les fugitifs mormons avant de parvenir à leur port de salut. Depuis les rives du Mississippi jusqu'au versant occidental des montagnes rocheuses, ils avaient lutté avec une constance presque sans pareille dans l'histoire. Leur ténacité anglo-saxonne avait surmonté tous les obstacles que la nature avait suscités sur leur chemin. L'Indien, la bête féroce, la faim, la soif, la fatigue et la maladie. Cependant, leur longue pérégrination et les terreurs qu'ils durent vaincre avaient ébranlé le courage des plus vaillants. Tous s'agenouillèrent pour rendre grâce du fond du cœur quand ils virent à leurs pieds la grande vallée de l'Utah ensoleillée. Ils apprirent de la bouche de leur chef que c'était la terre promise. Tout cet espace vierge leur appartiendrait à jamais. Young se montra vite un administrateur avisé autant qu'un chef résolu. On dessina le plan de la cité future, on partagea les fermes des environs proportionnellement à l'importance de chaque individu. On rendit le commerçant à son négoce et l'artisan à son métier. Des rues et des places apparurent comme par magie dans l'enceinte réservée de la ville, et à la campagne, on draina, on planta des haies, on déboisa, on ensemença. L'été suivant, la terre fut entièrement dorée par les blés. Cette colonie étrange connut une prospérité générale. Le temple, érigé au milieu de la ville, s'agrandit sans cesse. Ce sanctuaire, élevé à celui qui avait guidé les Mormons et qui les avait préservés de tant de dangers, résonnait du matin au soir, du bruit des marteaux et du grincement des scies. John Ferrier et la petite fille qui l'avait adoptée suivirent les Mormons jusqu'au bout. La petite Lucie voyagea assez agréablement dans le chariot de Stangerson l'Ancien, en compagnie des 3 épouses du Mormon et de son fils, garçon volontaire et hardi, âgé de 12 ans. La souplesse de l'enfant lui permit de se remettre du choc causé par la mort de sa mère, et Lucie devint le chouchou des bonnes femmes. La vie en roulotte la conquit. De son côté, Ferrier se révéla, une fois rétabli, un guide précieux et un chasseur infatigable. Il gagna rapidement l'estime de ses nouveaux compagnons. Aussi, au terme du voyage, convint-on à l'unanimité de lui attribuer un lot de terrain égal à celui de chacun des autres, à l'exception des 4 principaux anciens, Young, Stangerson, Kimball et Drebber. John Ferrier bâtit sur son terrain une solide maison de bois qui devint avec les années, par agrandissements successifs, une villa spacieuse. C'était un homme pratique, âpre au gain et habile de ses 10 doigts. Lové à une santé de fer, il consacra toutes ses journées à amender et à cultiver ses terres. Sa ferme et ses biens prospérèrent. Au bout de 3 ans, il était déjà mieux parti que ses voisins. 3 ans plus tard, c'était un homme aisé. 3 années encore et il était devenu riche. Enfin, 12 ans après son établissement, il n'y avait pas dans tout Salt Lake City 6 hommes aussi fortunés que lui. De la grande mer intérieure aux lointaines montagnes de Washoe, aucun nom n'était plus avantageusement connu que celui de John Ferrier. Il ne froissait pas la susceptibilité de ses coreligionnaires que sur un point. Rien n'avait pu le persuader de prendre plusieurs femmes à la manière des Mormons. Sur ce chapitre-là, il était inflexible. Mais il ne s'expliquait pas. Certains l'accusaient de tiédeur à l'égard de sa nouvelle foi. D'autres encore parlaient de sa fidélité au souvenir de son premier amour, une jeune fille aux cheveux blonds, morte de langueur sur les bords de l'Atlantique. Quelle qu'en fût la raison, Ferrier restait strictement célibataire. Pour le reste, il se conformait aux préceptes de la jeune colonie et passait pour un homme droit et orthodoxe. Lucie Ferrier grandit près de son père adoptif et l'aida dans toutes ses entreprises. L'air vif des montagnes et l'odeur balsamique des pins suppléèrent aux soins d'une mère ou d'une nourrice. Chaque année la formait plus grande et plus vigoureuse.
Ses joues devenaient roses, sa démarche élastique. Le bouton se changeait en fleur. L'année où John Ferrier compta au nombre des richissimes fermiers, elle était la plus jolie américaine qu'on put trouver sur tout le versant du Pacifique. Ce ne fut pas le père qui découvrit le premier que l'enfant s'était faite femme. Il en est souvent ainsi. Cette transformation mystérieuse s'opère avec trop de subtilité pour qu'on puisse lui attribuer une date précise. La jeune fille elle-même ne s'en rend pas compte, jusqu'à ce que le son d'une voix ou le contact d'une main fasse tressaillir son cœur. Alors, avec fierté mêlée de crainte, elle découvre en elle une nature neuve, plus vaste que l'ancienne. Généralement, on se souvient de ce jour-là, ainsi que du petit incident qui a annoncé l'aube d'une vie nouvelle. Dans le cas de Lucie Ferrier, l'incident fut assez sérieux et influa non seulement sur sa destinée, mais sur celle de beaucoup d'autres. Par une chaude matinée de juin, les saints des derniers jours s'affairaient comme les abeilles dont ils avaient pris la ruche pour emblème. Le bourdonnement du travail humain emplissait les champs et les rues. Sur les routes poudreuses, de longues files de mules lourdement chargées, des troupeaux de moutons et de bœufs venant de lointains pâturages et des convois d'immigrants avaient l'air aussi harassés que leurs chevaux se dirigeant vers l'ouest. La fièvre de l'or avait éclaté en Californie, et pour s'y rendre, il fallait passer par la ville des élus. À travers la foule bariolée des gens et des bêtes, Lucie se fraya un chemin au galop, avec l'adresse d'une Amazone accomplie. Son beau visage était empourpré par l'exercice, et ses cheveux noisettes flottaient au vent. Elle ne pensait qu'à bien s'acquitter à la ville d'une commission que lui avait donnée son père. Elle s'y rendait comme toujours à fond de train, avec l'intrépidité du jeune âge. Les aventuriers salis par la poussière des routes, et même les impassibles Indiens, chargés de pelleteries, l'admiraient au passage. Parvenue aux abords de Salt Lake City, elle trouva la route bloquée par un grand troupeau de bêtes à cornes que ramenaient des plaines une demi-douzaine de bouviers à la mine farouche. Dans son impatience, Lucie tenta de franchir cet obstacle. Elle poussa son cheval dans ce qui lui parut une trouée. Mais à peine s'y était-elle engagée que les bêtes se rejoignirent derrière elle. Elle était prise dans une masse mouvante de bœufs aux yeux féroces et aux longues cornes. Familiarisée avec le bétail, Lucie ne perdit pas son sang-froid. Elle profitait d'intervalles momentanés pour avancer. Par malchance ou à dessein, un bœuf encorna le flanc du mustang qui se cabra, caracola et rua. La situation était critique. Chaque mouvement du cheval le mettait en contact avec les cornes et l'excitait davantage. Tout effort de Lucie de se maintenir en selle de peur d'être horriblement piétinée. Tout effort de Lucie était de se maintenir en selle de peur d'être horriblement piétinée. Sa tête commençait à tourner et elle relâchait sa prise sur les rênes. Le nuage de poussière et la transpiration des bêtes la faisaient suffoquer. Elle était à bout. Sur le point de s'évanouir, elle entendit une voix, toute proche, et une main brunie, puissante, saisit par la gourmette le cheval emballé et l'attira rapidement hors du troupeau. « J'espère que vous n'êtes pas blessée, mademoiselle » interrogea respectueusement son sauveur. Elle leva les yeux sur son visage hâlé, aux traits durs, et sourit avec espièglerie. « J'ai eu la frousse, » dit-elle naïvement. « Qui aurait pensé que Poncho se serait effarouché par des vaches ?»« Dieu merci, vous êtes resté en selle, fit-il. » C'était un grand jeune homme, à l'air sauvage. Il montait un robuste cheval rouan. Il portait l'habit du chasseur avec un fusil en bandoulière. Je suppose que vous êtes la fille de John Ferrier. Je vous ai vu sortir de chez lui. Quand vous le reverrez, demandez-lui s'il se souvient de la famille Jefferson Hope de Saint-Louis. S'il est bien le Ferrier que nous avons connu, lui et mon père étaient très liés. Ne feriez-vous pas aussi bien de venir le lui demander vous-même, dit-elle. Cette suggestion sembla plaire au jeune homme. Ses yeux noirs étincelèrent. Soit, mais je viens de passer 3 mois dans les montagnes. Je ne suis pas en tenue de visite. Il faudra me prendre comme je suis. Papa vous doit des remerciements, et moi aussi, répondit-elle. Il m'aime beaucoup. Si ces vaches m'avaient écrasé, il ne s'en serait jamais consolé. Ni moi. Ni vous. Je ne vois pas pourquoi. Vous n'êtes même pas un de nos amis. Le visage du jeune chasseur se rembrunit. Lucie éclata de rire. Je ne voulais pas dire cela, dit-elle. Maintenant, bien entendu, vous êtes notre ami. Il faut venir nous voir. Je continue mon chemin, sans quoi papa ne me confiera plus jamais de ses affaires. À bientôt. À bientôt, répondit-il. Il souleva son large sombrero et se pencha sur la petite main de Lucie. Elle fit faire demi-tour à son cheval, lui donna un coup de cravache et partit comme un trait sur la route au milieu d'un nuage de poussière. Taciturne et triste, Jefferson Hope rejoignit ses compagnons. Ils avaient prospecté dans les montagnes du Nevada et ils revenaient à Salt Lake City avec l'espoir d'y réunir assez de fonds pour exploiter les filons d'argent.
Il s'était, comme eux, passionné pour cette affaire. Mais ses idées prenaient maintenant un autre cours. La vue de cette jeune fille, fraîche et saine comme la brise de la Sierra, avait bouleversé son cœur indompté. Quand il la vit disparaître, il se rendit compte de la tempête qui s'était levée en lui. Désormais, les affaires d'argent ne pourraient pas lutter avec son amour. Car il ne s'agissait pas d'un caprice de jeune homme, c'était bien de l'amour. L'amour impétueux, violent, d'un homme volontaire, dominateur. Il avait toujours été heureux dans ses entreprises. Aussi se jura-t-il d'obtenir la main de Lucie. Il rendit visite à John Ferrier le soir même. Il revint ensuite plusieurs fois. Bientôt il fut un habitué. Au cours des 12 dernières années, John, isolé dans la vallée et absorbé par son travail, avait eu peu d'occasion de prendre des nouvelles de l'extérieur. Jefferson lui en apportait. Il s'intéressait à Lucie, comme son père. Il avait été pionnier en Californie et il connaissait plus d'une histoire de fortune faite et défaite dans ses jours, plus tantôt terribles et tantôt sereins. Il avait été aussi guide, trappeur, prospecteur, éleveur. Partout où pouvaient se trouver des aventures excitantes, il y avait couru. Le vieux fermier le prit en affection. Il faisait volontiers son éloge. Alors Lucie se taisait, mais ses joues rougissaient, et ses yeux qui brillaient montraient clairement que son cœur ne lui appartenait plus. Ces signes passaient peut-être inaperçus de son brave père, mais il n'échappait pas au principal intéressé. Un soir d'été, il arriva au triple galop. Lucie, qui se trouvait à la porte, marcha au-devant de lui. Il jeta la bride sur la clôture et s'engagea dans l'allée. « Je pars, Lucie, dit-il en lui prenant les deux mains et en la regardant avec tendresse. Je ne vous demande pas de m'accompagner cette fois-ci, mais quand je serai de retour, consentirez-vous à devenir ma femme ? Quand reviendrez-vous ? S'enquit-elle. Elle rougissait et riait tout ensemble. Je reviendrai vous chercher dans 2 mois. Dans l'intervalle, tout ce qui nous séparera, ce sera la distance. Et papa ? Demanda-t-elle. Il me donne son consentement si mon affaire de mine réussit. Je n'ai pas de crainte à ce projet. Si vous avez tout arrangé avec papa, je n'ai plus rien à dire, murmura-t-elle, la joue contre la large poitrine du jeune homme. Dieu soit loué, fit-il d'une voix étranglée. Il se pencha et l'embrassa. Alors c'est convenu, si je m'attarde, je ne pourrai plus m'en aller. Les camarades m'attendent au canyon. Au canyon, pardon. Adieu, ma chérie, adieu. À dans 2 mois. Il s'arracha de ses bras, sauta sur son cheval et piqua des 2, sans détourner la tête. Lucie le suivit des yeux jusqu'au moment où il disparut, puis elle quitta la grille pour rentrer chez elle. Elle était la plus heureuse fille de l'Utah. Chapitre 10. John Ferrier s'entretient avec le prophète. Et je vais m'arrêter là. Je remets le son. Bonjour. Re ? Tu m'entends ? Oui. Ah. Je m'entends en double. Alors attends, je vais baisser un peu le son. C'est mieux ? Ouais, super. Ah. Ben, Ouais, alors, je peux être tout à fait honnête. Oui. Ils m'ont complètement paumé avec les Amish là. Ouais, moi pareil. Pourquoi On s'en fout des Amish. Qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Non mais c'est surtout que ça passe de... Je vais tout vous expliquer, posez vos questions, à... Ouais. Dans le désert. Dans le désert, il y avait des Amish quoi. Je fais bah super. Non mais en fait les noms, c'est les noms des mecs qui se sont fait tuer. Oui, là, oui. Donc Bah oui. à la fin on comprend quoi. Mais j'avoue, je me suis dit, mais c'est... Pendant que je disais, je me disais, à mon avis, il y a peut-être un bout de PSD qui s'est mélangé, je ne sais pas, je ne comprends pas. En fait, c'est un truc sur les Amish. Tu sais, mais c'est comme quand il y a quelqu'un qui te raconte une anecdote qui est beaucoup trop longue. Tu sais. Oui, c'est Et ça, là, tu perds le Oh, il fil. a fini avec son anecdote là. Il en vient au but là. Alors, on s'en fout des Amish là. Il a pas pris de femme, mais d'accord, mais bon. Ah, c'est clair. Non mais on va voir si ça, Oui, si oui. ça a un intérêt. J'imagine que ça va quelque part, mais il m'a paumé là. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Izumi me host, c'est gentil Izumi.